Euh, j'ai vu que c'est difficile d'estimer l'audience d'un podcast vu que l'extérieur. J'ai vu que tu avais plus de 700 évaluations sur iTunes, ce qui est vachement élevé. Tu dirais que c'est combien si tu es confortable d'estimer l'audience sur le gratin? Alors, je t'avoue que je peux te dire à peu près ce que je vois moi dans mes stats Ouais. par épisode. Par épisode, je vois autour de 15 000 téléchargements, à peu Donc, près. c'est monté très vite. Tu t'attribues ça au fait que tu étais déjà un petit peu connu, tu avais pas mal de presse. Comment tu dirais que le podcast s'est promu au départ? Écoute, je pense que je suis arrivée aussi au bon moment, faut être honnête. Quand on est entrepreneur, on apprend qu'il faut d'abord bien faire les choses, mais que malgré tout, le timing est super important. Et je pense que je suis arrivée à un moment où vraiment en France, moi, je l'ai vu, les gens commençaient à beaucoup parler du podcast. Et peut-être que je m'y intéressais pas forcément avant, mais avant, j'avais pas l'impression qu'on en parlait beaucoup. Et il se trouve que pile début d'année 2018, quand j'ai lancé mon podcast, franchement, j'ai commencé à avoir énormément de presse dessus, énormément de personnes qui en parlaient et du coup qui regardaient aussi les nouveaux podcasts. Donc c'est vrai que j'ai eu un petit peu de presse sur mon podcast. Je pense que, enfin, j'espère que le produit est bon et que c'est pour ça qu'en fait les gens en parlent et le recommandent. Et puis il y a autre chose aussi. C'est vrai que ma notoriété personnelle et le fait que je sois entrepreneur fait que c'était un peu différent, tu vois, que j'avais une différenciation finalement par rapport à pas mal de podcasteurs français qui très souvent sont des entrepreneurs, mais pas avec des boîtes en même temps, si tu veux, avec pas mal de salariés. Souvent, c'est plus des freelances ou enfin, c'est des entrepreneurs aussi, hein, mais d'une manière différente. Et je pense que moi, le fait que j'ai une boîte qui existe depuis 7 ans assez solide fait que, bah, voilà, il y a des gens que ça intéressait. Donc, je dirais que c'est un peu ça. Après, il y a aussi pas tellement de secrets. C'est aussi que quand j'interviewe des personnes pour parler sur le podcast, très souvent, en fait, ils en parlent autour d'eux. Tu vois, ils le relaient sur leur réseau. Et c'est vrai que ça aide énormément. Donc, je pense que le fait d'être plus dans une conversation et pas de juste en fait parler moi fait que la diffusion, si tu veux, a nécessairement été beaucoup plus rapide que si j'avais fait un podcast où j'avais parlé toute seule devant mon micro, c'est sûr. Le podcast moi que j'ai fait qui a marché le plus vite, c'est assez étonnant. C'est un podcast où on était tous les deux toujours dans on était deux quoi, on était deux, on co-présentait, on parlait de différents sujets chaque semaine. Et ce que j'ai appris après cette expérience, c'est qu'en fait, moi, quand j'ai commencé Marketing Mania, le podcast qu'on est en train d'enregistrer, j'avais vraiment l'idée que j'allais prendre les gens et driver un maximum de conseils, de valeurs, etc. Et ensuite, j'ai fait cet autre podcast à côté qui était plus un espèce de hobby où j'étais là pour discuter, pour partager un peu différentes choses. Et du coup, c'était moins dense, on va dire, et c'était plus personnel. Et c'est un podcast qui a très vite pris. Et encore aujourd'hui, les gens me disent que ah tiens, ça nous manque, etc. Et c'est un truc que j'ai essayé de plus en plus d'injecter dans le podcast Marketing Mania. C'est l'idée que tu vois, les gens sur le podcast ont un peu plus de temps que dans d'autres formats, notamment sur YouTube. Sur YouTube, moi, mes vidéos sont édités à la virgule, quoi. J'ai vraiment un script très précis que je suis parce que je sais que l'attention des gens est précieuse et est compliquée à garder. Et sur le podcast, c'est intéressant parce qu'il y a toute une nouvelle dimension que tu peux explorer qui est pas possible sur les autres formats. Oui, complètement. Bah, moi, je le vois, tu vois, mes interviews font entre les 50 minutes et 1h30 pour les plus longues. Il y a des podcasts qui sont encore plus longs que ça, hein. Mais en fait, c'est déjà, je trouve, quand même assez long. Et pour autant, moi, ce que je vois des stats Apple, c'est que visiblement, les gens écoutent à 80% le contenu, quoi. Donc, c'est quand même assez important. Et du coup, ça me fait penser que voilà, quand tu es vraiment intime, quand tu arrives à avoir de bons invités et que tu essaies vraiment en fait de t'intéresser à eux et voilà, qu'ils ont des contenus intéressants, en fait les gens restent et les gens ça les intéresse. Et je vois même en termes d'abonnement, tu vois que les gens vraiment s'abonnent beaucoup. Donc c'est que a priori, ça leur donne envie d'avoir un peu cette petite fenêtre, tu vois, sur la vie de tous ces entrepreneurs ou de ces hommes d'affaires qui ont réussi. Tu as des inspirations sur le podcast, sur comment poser des bonnes questions, interviewer, ce genre de choses? Hmm. Alors écoute, moi j'ai une chance, si je puis dire, c'est que mon background à la base, il est littéraire. Donc j'ai pas, enfin je pense que si j'avais pas été entrepreneur, j'aurais été soit prof, soit journaliste, soit écrivain, ou peut-être que j'aurais rien fait du tout, mais j'aurais clairement été plutôt dans une voie littéraire. Et donc bon, c'est vrai que l'écriture, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Après, pour poser des questions, c'est vrai que moi, je suis souvent très intéressée par tout ce qui est un petit peu processus de pensée et notamment prise de décision. Parce qu'en fait, moi-même, je me pose souvent ces questions. C'est pas tellement comment tu as réussi à faire ça, mais c'est comment en fait tu as pris ta décision et comment tu as pensé que c'était ça la meilleure solution pour toi. Et donc, en fait, très souvent, c'est vrai que j'oriente mes questions un peu comme ça.
Parce qu'au fond, c'est plus ça que tu vois, les outils ou les petits tricks qui fonctionnent, parce que finalement, ça, c'est souvent très ponctuel et ça peut marcher pour une personne à un moment donné, mais c'est pas forcément réplicable. Alors que je pense que essayer de comprendre vraiment un processus de décision, ça, c'est vraiment intéressant et ça permet aux gens de progresser. Donc, je dirais qu'en général, j'essaie quand même vraiment plus d'orienter mes questions là-dessus. Après, j'écoute d'autres podcasts. Moi, il y a plusieurs podcasts que j'aime bien. En France, j'écoute de temps en temps le podcast Génération XX, qui est un podcast d'ailleurs, où je suis passée et qui m'a fait découvrir le monde du podcast, où Siem Jibril invite des femmes entrepreneurs. J'écoute. Qu'est-ce que j'écoute? J'écoute Matin Touch, pardon. J'écoute Génération Do It Yourself aussi de temps en temps. J'écoute Vlan avec Grégory Pouy. Et puis dans les podcasts américains, je vais écouter évidemment Tim Ferriss. Je vais écouter aussi le podcast How I Built This, que j'aime beaucoup. Et j'écoute un podcast absurde, mais qui en fait est intéressant au niveau des questions, justement. C'est pour ça que je te donne cette source. C'est le podcast de Oprah, la speakerine américaine, et en fait elle pose de très bonnes questions et souvent en fait je me dis tiens, cette question je l'aime bien et je me la note et ensuite je la pose. Et en fait, ce que je trouve assez incroyable, si tu veux, c'est que cette énergie du podcast, tout ce que j'apprends dans le podcast, c'est des choses en fait qu'on va réussir à implémenter chez Gemio. Et donc en fait, je vois vraiment que l'énergie appelle l'énergie, que les projets appellent les projets. Et moi, depuis que j'ai lancé le podcast, depuis maintenant, ça fait un peu plus de 6 mois, 9 mois peut-être, je sens vraiment qu'on a une très très bonne énergie dans la boîte, qu'on a beaucoup plus d'idées, qu'on est beaucoup plus créatif, qu'on se challenge beaucoup plus. Donc pour moi, c'est un vrai succès de ce point de vue-là. Les gens dans la boîte écoutent le podcast et il faut référence que moi, en interne, il y a souvent ça. Il y avait, tiens, tu te souviens l'idée que tu avais mentionnée avec Olivier Lambert, il faut qu'on fasse ça. Ça arrive, ouais, ça arrive. Tu vois, pour te donner quelques exemples, on a lancé un podcast aussi avec Gemio, donc rien à voir sur une autre thématique parce que on voulait que ça soit vraiment lié à notre ADN. Donc pour le coup, on parle d'amour et donc on interviewe des couples pour parler un petit peu de leurs relations, de leurs tricks, etc. Et ça fonctionne très bien. Mais cette idée, en fait, elle est clairement venue en fait du succès du gratin, tu vois. Sinon, je pense qu'on n'aurait jamais eu cette idée-là. Une autre idée, c'est qu'on a mis en place un peu des séances de brainstorm, c'est tout bête, mais en fait, on s'est rendu compte qu'on voulait être créatif, qu'on est une boîte créative, mais qu'en fait, si tu formalises pas un petit peu le processus, si jamais tu te forces pas, tu vois, à vraiment en fait lancer des idées, en fait, tu le fais jamais. Et donc, ça, c'est suite à un épisode que j'ai fait avec Guillaume Gibaud du Slip Français, où je lui demandais, et c'était sincère, tu vois, comme question, comment vous faites pour avoir autant d'idées farfelues de dingue? Et il m'a expliqué que tout simplement, c'était un boulot et qu'une fois par semaine, il faisait un brainstorm, qu'il y avait quelqu'un qui était en charge d'animer les réunions, etc. Et du coup, on l'a mis en place immédiatement chez Gemio et je dois dire que ça marche très, très bien. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.